Bonjour Alice. Bonjour Pascal. Alors nous avions souhaité échanger ensemble dans un contexte, si je puis dire, un peu plus large, c'est-à-dire que mon souhait était de dresser quelque part des portraits singuliers de vie de femme. Et pour citer un peu le contexte, c'était évidemment une vie de femme, forcément, je dirais, comme dans toute vie, avec ses drames et ses joies, ses audaces et ses timidités, son enfance et ses blessures, ses combats improbables et ses rêves de liberté, le patriarcat et le besoin de s'en défaire, ou pas, selon la manière dont chaque femme ressent ou non le patriarcat. Ainsi, finalement, quel chemin de traverse ont fait de toi celle que tu es aujourd'hui? Et donc, avant, Alice, d'entamer notre échange, j'aurais souhaité te poser une question finalement toute simple, mais pourquoi avoir accepté justement notre échange aujourd'hui? Ah bien, alors déjà, il me semble que je l'ai sollicité quand j'ai vu que tu passais un appel. Avant l'interview à 4, euh, où il y avait du bruit là, parce que j'étais sur la place, j'avais eu un problème de connexion et je devais participer à un échange avec plusieurs femmes sur le Ouais, patriarcat et ça n'avait pas fonctionné, tu te rappelles? oui, tout à fait. Donc, je me suis dit, puisque j'ai réussi à faire une réunion Zoom, pourquoi pas revenir en individuel sur le thème du quid de ma vie de femme dans un contexte patriarcal. Voilà. Ouais, c'est ça. Et justement, pour un petit peu situer Alice, euh, quelle a été et quelle est actuellement ta vie de femme? C'est-à-dire d'où viens-tu? Quelle a été ton enfance? Ses difficultés éventuellement. Et donc là, on va avoir un petit peu de nouveau, je le sens, quelques bugs de connexion. Je sais pas si tu as entendu ma question, quelle était finalement cette vie de femme qui est actuellement la tienne, et donc de ce fait-là, finalement, d'où tu viens, quelle était ton enfance, ton vécu, les épreuves traversées pour faire effectivement aujourd'hui la femme que tu es devenue. Mhm. Alors, je suis née, hmm, je suis née en octobre 73, un dimanche matin, de parents assez âgés pour l'époque. Ma mère née en 39 et mon père en 1921. Alors, pour planter les grandes lignes de mes géniteurs, il y a de gros points communs entre mon père et Marc Louix, je ne sais jamais comment prononcer son nom, que tu as interviewé, Oui, tout à fait. ancien prêtre belge, Oui. à peu près de la même génération, enfin un peu plus jeune que mon père, qui aurait 100 ans là, avec donc des points communs parce que étant revenu du catholicisme, à part que pour Marc, ça s'est passé. Je fais une pause, voilà, ça revient. Ouais. En Belgique, il y a quelque chose qui semble plus souple qu'en France, en général, et avec le catholicisme aussi. Et ça tenait aussi, j'avais écouté attentivement son interview par toi et aussi par Jocelyn Morisson. Ça tenait aussi au fait qu'en tant que prêtre de haut niveau, Marc et mon père n'avaient pas les mêmes rôles. Donc, quand mon père a compris qu'il se faisait arnaquer, en gros, les enjeux étaient autres. Et on avait beaucoup misé sur lui, donc il a eu beaucoup de mal à s'en dépêtrer et ses supérieurs étaient moins sympathiques que ceux de Marc. Alors, ma mère, c'était autre chose. Voilà, tu es revenu. Mais Oui. donc, en fait, je voulais peut-être d'abord poser la question avant de passer à ta maman. Quel était le rôle de ton père et quels sont les déboires, en fait, en quelques mots, qu'il a connus?
Il était prof de théologie, philosophie, théosophie, formateur de prêtres dans de nombreux séminaires et était un des rares prêtres à ce niveau à être habilité à discuter avec des laïcs, notamment Yankelevitch. J'ai des carnets d'entretien écrits à la main par mon père avec des BD qui faisaient des caricatures, Yankelevitch qui remplissait les bulles et tout, c'était absolument charmant. Donc formateur de prêtres dans des paroisses assez cossues, lents, des trucs comme ça, quoi, emblématiques. Emblématique. Super. Emblématique comme la connexion. Mais et alors, quels sont les déboires finalement qu'il a connus, qu'il a traversés, qui ont fait qu'il a complètement changé, je dirais, son fusil d'épaule? Ah bien, en fait, il s'est retrouvé au séminaire de Boulogne-sur-Mer où ma mère, qui avait 17 ans de moins que lui, était professeure en collège, laïque, mais avait demandé la possibilité en tant que chrétienne de gauche, parce qu'elle faisait de la militantisme politique déjà, socialiste, d'avoir un aumônier. Et est arrivé ce beau monsieur en soutane magnifique. Et elle est tombée folle sous le charme de cet homme. J'ai eu la version des deux, hein, indépendamment l'un de l'autre. Mon père et ma mère m'ont raconté les circonstances de leur. Ils se sont fréquentés pendant 10 ans. Et puis à un moment, mon père s'est dit, il approchait de la cinquantaine, c'est quand même fou. Je me retiens de tout. Donc ils faisaient des voyages, donc ça devait y aller, bon train, les commérages, etc. Avec des chambres séparées. Enfin, moi, c'était vraiment. Bref. Mais c'était le couple à suivre. Donc mon père, à un moment, se dit, tiens, j'aimerais bien quand même avoir une vie de famille au bout de 10 ans. Donc il est allé voir ses supérieurs qui lui ont dit, mais enfin, Père Lefranc, vous n'allez pas sur un coup de tête comme ça, Sur un coup de tête? sur un coup de tête, mettre en péril ce que nous avons patiemment bâti, cette Église du célibat et de la chasteté des hommes. Ah non, 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 vous avez le droit d'avoir toutes les femmes que vous voulez, des hommes, tout ce que vous voulez, mais certainement pas une. Et mon père était scandalisé. Enfin, il tombait des nues, comme quoi il était très cultivé, avait réfléchi à plein de trucs, mais là, bon, c'était sa vie d'homme. Il dit, mais pourquoi les orthodoxes doivent être pères de famille avant d'être ordonnés prêtres? Pourquoi les protestants le peuvent? Et pourquoi nous, les catholiques, pas? Hmm. Donc, il a fait une crise existentielle, enfin et puis lui sont revenus tout ce qu'il avait entendu en confession, les secrets. On avait misé sur lui, il avait voix au chapitre, c'est-à-dire qu'il avait l'âge, Il avait l'âge. il aurait eu l'âge d'être en liste pour être un remplaçant de Jean-Paul II. C'était cette génération-là. Hmm. Et Euh, Parce il était très efficace, très pédagogue, beaucoup de charisme. Et, et puis, en fait, il était très naïf, donc très manipulable. Ça, je m'en suis rendu compte assez tôt, quoi. hmm. Et Petite donc, fille mûre. mais finalement, donc il a vécu avec ta mère. Ah, ben, il a défroqué, comme on dit, Hmm. il a retiré sa robe, ce Hmm. froc, et ils se sont mariés en civil en 70. Ça devait être Et quand ma même mère a dit, assez scandaleux, non, pour l'époque ah, d'oser mais franchir ce pas. terrible, oui, 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 oui.
l'opprobre absolu. Alors, par exemple, quand mon père est décédé en 96, tous les membres de sa famille encore vivants, ah oui, il a attendu que ses parents meurent pour épouser ma mère, parce qu'il ne voulait pas leur foutre la honte. Hmm. Quand mon père est décédé, les membres de sa famille, ils étaient une famille nombreuse aussi, ont fait une messe dans sa ville de naissance, sans le corps, avec un prêtre. Et pendant ce temps-là, on faisait un enterrement civil dans la famille de ma mère. Et mon grand-père maternel, qui était creuseur de tonde, fabricant de pierres tombales, complètement athée et païen, qui avait bien compris à qui profitait la croyance en Dieu, qui avait fait fortune en faisant des pierres tombales pendant la guerre, quoi, 39-45, avait offert une place à son beau-fils prêtre dans son caveau familial, ce qui a attisé en plus la jalousie des nombreux frères et sœurs de ma mère, qui se Mhm. disaient mais pourquoi lui, pas nous? Et en fait, toute cette histoire que tu racontes, en fait, tu as eu accès à cette histoire facilement. Ton père, ta mère semblent apparemment avoir parlé de tout cela, même si c'était compliqué, de façon assez aisée, ou bien tu as dû vraiment toi-même chercher, creuser, investiguer, réinsister, etc. Alors ça dépendait des périodes. J'ai eu la version de mon père d'un côté et de nombreuses versions de ma mère de l'autre, qui vit toujours, elle, hein, Hmm. mais qui est, je crois qu'elle est quadripolaire, elle, un truc comme ça. Donc, euh, euh, très perturbée. Mais mon père aussi, il était, en fait, j'avais une relation d'homme à homme avec mon père. En fait, ah oui, donc ils m'ont pensé, ils m'ont voulu pour des raisons différentes. Ça, je l'ai su après, toujours en interrogeant l'un et l'autre. Ma mère, outre le fait qu'elle aimait bien choquer le monde, tout en ayant peur de la honte, était aussi attirée par le fait que mon père était censé toucher un énorme héritage de fortune propriétaire terrien. Hmm. Donc, elle avait intérêt à l'épouser, à avoir un enfant, comme on faisait. Elle disait comme ça, je pourrais ne plus être prof, je serai la femme de mon mari riche, et puis je vais faire un enfant ou deux, comme ça, je serai sûre qu'il restera avec moi. Ce qu'il avait oublié de lui dire, enfin, il a fait exprès de ne pas lui dire parce qu'il avait un peu honte, il s'est fait saouler par des anciens. Donc tu disais, il s'est fait saouler par des anciens. Donc ça, c'est ma mère qui me l'a raconté, après que mon père soit mort. La grande déconvenue de sa vie, il se marie, et mon père lui avait fait des plans, il dessinait très bien sa maison de rêve, de plein pied à Saint-Sauve, dans une résidence très chic, voilà, près de Valenciennes. Et puis le temps passait, 1 an, 2 ans, elle faisait plein de choses médicales parce qu'elle avait des polypes, enfin, elle avait des difficultés à être enceinte. Donc c'était compliqué. Et un jour, mon père, qui tenait pas l'alcool, a dû boire 2 ou 3 verres de vin. Et là, il a vendu la mèche. Il a dit, en fait, je n'ai pas de fortune. Je me suis fait enivrer par d'anciens paroissiens et ils m'ont fait signer un. Donc il était ruiné. En fait, il leur avait signé un papier. Toutes les démarches en notaire ont échoué. Donc mon père n'avait plus rien. Et cette Mais ma histoire, mère en avait. et cette histoire Ma mère avait. Oui. Ouais. Donc, je voulais savoir, Alice, par rapport justement à cette histoire compliquée de tes parents, c'est une histoire qui toi-même, en fait, en tant qu'enfant ou plus tard au niveau de la prise de conscience éventuellement, t'a impacté. Ça a été compliqué à vivre cette situation pour toi. Alors j'ai su assez tôt, vraiment, j'ai su très tôt que mon père avait été prêtre avant, mais moi je trouvais ça chevaleresque, je trouvais ça wouh, enfin c'était
c'est comme notre entretien, quoi. C'est un peu chevaleresque aussi. Oui, alors je Oui. trouvais ça chevaleresque, Mm. épique, énorme, drôle, fabuleux, osé, enfin chouette quoi. Et ma mère me dit surtout n'en parle à personne parce que c'est la honte. Je dis bah non, moi j'ai envie d'en parler, il faut que tout le monde le sache, c'est quand même cool. Puis en plus vous avez réussi, regarde, ça c'était quand j'étais gamine et tout. Mhm. Je dis c'est super, on est bien, la maison elle est pas si mal que ça parce qu'elle s'est retrouvée dans une maison bâtie mitoyenne qu'elle déteste, donc elle arrête pas de changer les meubles pour avoir l'impression de déménager depuis toujours, elle fait ça. Et aigrie, hein, n'arrêtez pas. Moi, j'ai assisté à des grosses scènes de ménage fréquentes, de reproches. Mon père qui lui disait, de toute façon, tu m'as obligé à t'épouser, tu m'as prise en otage. Et elle qui disait, tu t'es foutu de moi, tu m'as fait croire. Ben, hein, hein. Mais pas moyen qu'ils se séparent. Moi, j'en rêvais parce qu'ils avaient tellement poussé le scandale loin qu'ils ne voulaient pas, vis-à-vis du camp dira-t-on, ma mère me l'a dit, j'avais 10-12 ans, elle se préparait pour aller soit à un conseil de classe, soit à une réunion du PS. Et elle me dit, j'aimerais bien avoir un homme dans mon lit quand même. J'avais 12 ans, elle me prenait un peu pour une psychanalyste aussi. Enfin, ma mère, elle n'a pas trop conscience de qui est qui. Enfin, une femme, une enfant, voilà, ce sont des personnages, mais qui est un individu, ça lui échappe. Vraiment, je suis sérieuse quand je dis ça. Mhm. Donc, elle me parlait comme à sa confidente. Moi, je la regardais se maquiller, se faire belle. Je la trouvais, elle est toujours très élégante d'ailleurs. Et puis, du haut de ma sagesse de jeune fille de 12 ans, je lui dis, bah, écoute, je te comprends très bien, c'est important l'amour, parce que mon père est tombé malade, enfin, il est tombé malade, pas tombé, sclérose en plaques, chambre à part, enfin, il était en bas, paralysé, fauteuil roulant, fauteuil électrique, et puis, ça a mis du temps. Moi, on m'a dit quand j'avais 8 ans que mon père passerait pas la nuit. Quand j'avais 8 ans, il est mort, j'avais 23 ans. Et j'ai assuré les soins palliatifs qui n'existaient pas encore. Mhm. Donc, il y avait ce contexte-là. Donc, moi, je dis à ma mère, bah, écoute, oui, je comprends très bien. On va trouver une solution. Il faut en parler à papa. Moi, c'est ça. J'avais 12 ans. Je devais être en cinquième. Et là, elle a vrillé. Dr Jekyll, Mr Hyde. Et elle, de toute façon, je vais t'abandonner. Ça, c'était la grosse menace. Mais en fait, j'espérais qu'elle le fasse. C'était horrible. Donc, d'un seul coup, transformation, une sorte de cas de possession comme ça. Je vais partir avec Pascal, mon petit frère, 4 ans de moins que moi, et je vais t'abandonner avec ton père. Et là, je faisais, oh oh, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que j'étais quand même curieuse, cultivée, je ne me contentais pas de ce qu'on me racontait à la maison et à l'école. Donc, je savais qu'à 12 ans, je pouvais absolument pas subvenir aux besoins avec mon père malade qui conduisait déjà plus très bien, enfin, qui conduisait plus du tout, je crois déjà. Je crois que c'est la dernière fois qu'il. Donc en Quand fait, j'avais Alice, 12 ans. En fait, tu as quand même grandi visiblement dans une famille extrêmement instable, pour ne pas Ma dire mère est complètement dysfonctionnelle. psychotique. Ouais, ma mère est complètement psychotique, ça j'en ai moult preuves. Et mon père était dépressif, suicidaire, et j'ai réussi, à force de dialogue à la fin et grâce à enfin la morphine, parce que tant qu'il souffrait, c'était épouvantable. J'ai vu un homme intelligent, doux, charmant, devenir un monstre d'agressivité pendant qu'il souffrait. C'était Hmm. épouvantable. Et ma mère frustrée aussi. Mais jusqu'à ce que mon père soit malade, ça allait. C'était très joyeux. Mais sa maladie, finalement, c'est toi qui l'as gérée ou bien Oui. d'autres ont pris ça en charge? Bah, c'est-à-dire que les médecins qui se sont succédés,
Les médecins qui se sont succédés à la maison s'arrangeaient toujours pour rester 5-10 minutes et à des moments où il n'y avait rien à faire, prescrire des lavements, des choses comme ça. Pour ce qui était d'évacuer ce qui sortait du corps de mon père, c'était moi qui m'en occupais. Entre eux, j'allais au lycée, à la fac, etc. Hmm. Et ma mère, elle se barrait, elle faisait de la politique, je ne sais pas trop quoi. Mais comment finalement, toi, par rapport à ces situations, tu as réussi ou pas à trouver un certain équilibre Bah, je me en- barrais, je fuguais discrètement. Je m'arrangeais pour entrer et sortir discrètement. Essaye de ne pas fuguer avec moi, tu peux rester. J'y peux rien. Mais donc Donc en fait, je me donc tu, barrais et puis j'ai une vie intérieure très riche depuis toujours. Je me suis jamais ennuyée, je suis très autonome. En jeu, je dessine, je crée, j'écris des histoires depuis très jeune. c'est ce qui t'a sauvé peut-être aussi justement. Complètement, oui, complètement. Parce que j'ai appelé à l'aide. Moi, je n'ai jamais rien caché. Quand ma mère était méchante, je le disais. Et en fait, donc c'était soit le voisinage, soit les gens à l'école, soit les gens de la famille, mais on les voyait assez peu du côté de ma mère, puisque du côté de mon père, il n'y avait plus personne. Au mieux, on me disait pense à autre chose, ou alors rien, c'est-à-dire aucune réaction, ce qui est le pire des sadismes, la cruauté humaine à mon avis, enfin dans la façon dont ça me touche moi. Hmm. Donc, parce que ensuite, là, Tu vas revenir, oui. je, je vais aborder, en criant gare, gare, je vais aborder quelque chose de vraiment terrible qui est devenu une affaire publique là depuis récemment et j'en suis très contente. C'est que ma mère a remplacé mon père par mon petit frère en me disant que c'était de ma faute. Donc, j'ai vécu dans une famille où l'inceste était la règle, avec mon père qui ne pouvait rien faire, qui ne pouvait pas intervenir, et moi qui me faisais insulter de responsable parce que comme j'avais pris tout l'amour de mon père, elle s'était fait un petit garçon pour remplacer, etc. C'était affreux. Et quand j'en parlais, j'étais face à une indifférence affichée générale. Mais tout le monde était au courant. Dire que tous mes oncles et tantes sont au courant que ma mère avait remplacé mon père par mon petit frère dans le lit conjugal. Hmm. Et quand tu dis en fait que c'est une affaire publique, Bah, c'est-à-dire que là, tout ce qui semblait verrouillé, que ça ne servait à rien d'en parler avant, on commence à parler sur les réseaux sociaux copieusement. Enfin, les gens se mettent à parler, à se rendre compte que ce sont quand même des pratiques extrêmement répandues dans tous les milieux dans ce pays. hmm. Et qu'il y a tout ce qui va mal dans cette société-là est lié à ces maltraitances et donc ce côté à la fois meurtrier et suicidaire qu'est l'inceste, avec un rapport à la sexualité complètement biaisé, tordu, un rapport au corps, à la nudité, à la femme, au rôle de la femme, au rapport au fric, ce système patriarcal, proxénète, matérialiste, capitaliste. Mais toi, en fait, de ton histoire personnelle singulière, justement, et ici en l'espèce par rapport à ton frère, de cette situation-là, tu en parles depuis longtemps ou c'est tout récent? J'en parle depuis toujours. En fait, j'ai vu, ma mère m'avait proposé de dormir avec elle pour remplacer mon père. Et non, parce que j'avais pas du tout un rapport tendre avec ma mère. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle me veut, me veut.
Pourquoi elle veut d'un seul coup des câlins ce soir alors qu'elle n'arrête pas de m'engueuler? Donc, elle a pris mon frère, une fois, deux fois, et j'en ai parlé à mon père, qui m'a dit, il faut absolument que tu l'empêches de faire ça. Et c'est là qu'il m'a raconté ce que c'était que l'inceste, c'était que le pire des crimes, au niveau éthique, au niveau moral, etc., etc. La castration, et puis il était en transe de douleur, enfin voilà. Donc là, 13-14 ans, ma mère m'a amenée chez une psychologue parce qu'elle trouvait que j'étais une enfant difficile. Après, j'ai su que pendant le même temps, elle disait partout que j'étais une fille facile parce qu'il fallait qu'elle me discrédite auprès de tout le monde, me faire passer pour une petite traînée prostituée, droguée, etc., ce que je n'étais absolument pas. Parce qu'en fait, elle a continué en sachant qu'il ne fallait pas qu'elle le fasse, puisque je lui ai dit, avec mon père m'a demandé, j'avais 13 ans, de le protéger de ma mère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai 13 ans. C'est pas ton rôle, évidemment. Donc, je suis allée voir cette psychologue à Aide, ce bourg-là, qui me reçoit, interrompt, enfin, je lui raconte tout ça, interrompt la séance, elle me dit, elle est là, votre mère? Je dis, bah oui, dans la salle d'attente. Donc, elle est allée chercher ma mère, je suis sortie, hop, elles ont discuté pendant un quart d'heure, 20 minutes, qui m'a semblé une éternité. Ma mère est sortie furax, s'est précipitée sur moi, a essayé de me frapper en me disant, je t'avais interdit de parler de ça, c'est la honte. Et après, j'ai vu plein de psys. À chaque fois, elle me disait, alors comment il est ce nouveau psy? Surtout, tu ne dis pas que ton père était prêtre. En général, je commence par ça, ça les fait kiffer. Et en fait, il y a un déni, c'est une démence régulière de la part de cette femme, c'est qu'elle nie la réalité. C'est que je lui dis, non mais c'est pas la peine de me dire de ne pas le faire, je l'ai fait. C'est fait, c'est fait. Et elle préfère dire donc elle préfère dire à qui veut bien l'entendre et qui finit toujours par me répéter quand ils sont pas morts, c'est ça qui est balèze, que je suis folle, j'invente, je suis insupportable, méchante, ingrate, etc. Donc les gens me disent, voilà ce que ta mère dit de toi. Je dis, bah, je sais. Mais du coup, ça me donne une marge assez phénoménale puisque ma réputation était salie dès le départ. Donc je m'en fiche de ce qu'on dit de moi. Moi, je sais ce que je fais. Et les gens avec qui je fais des choses savent ce que je fais avec eux. Donc après, ils peuvent mentir ou pas, ça revient exactement au même. Mais ça veut dire, Alice, que tu conserves encore aujourd'hui, en fait, un contact extrêmement conflictuel avec ta mère. Alors C'est là, extrêmement tendu. je ne l'ai pas vu depuis le 3 janvier 2020. Voilà. Ouais. Le 3 janvier 2020, elle m'a dit, je préférais que tu sois morte plutôt que tu me dises du mal de Mitterrand. Je lui dis, je ne dis pas de mal de Mitterrand, je te rappelle juste qu'il est mort, ce qui est un fait. Mm. Et il va falloir que tu t'habitues au fait que je suis vivante et que lui est mort et que j'ai été mise à la retraite. Mm. Donc, il y a un déni de réalité, c'est-à-dire que j'ai fait tout ce que ma mère m'a demandé en faisant en plus que moi je voulais faire, en essayant de trouver un arrangement. Mm. J'étais encore naïve dans mes 20 ans. Je suis allée. Puis mon père, il m'avait dit, si, fais-lui plaisir à ta mère, après tu feras ce que tu voudras. J'ai dit, enfin, papa, tu sais très bien qu'on ne peut pas lui faire plaisir à cette créature, allons. Mais bon, tentons quand même. Mm. Donc j'ai fait tout bien ce qu'elle m'a dit de faire. Ce qu'il y a, c'est que et tous les psys ou gens de soi-disant conseils qui me disaient passez à autre chose, occupez-vous de votre vie, je dis ben, je veux bien, mais moi, où que j'aille, les gens ils me racontent des histoires aussi sordides, ce qui est à la fois, ça devient une bizarre bonne nouvelle. C'est-à-dire que je me rends compte que ma mère n'est pas du tout un cas isolé. Donc c'est affreux d'un côté, mais en même temps, bizarrement, ça devient rassurant, quoi. C'est-à-dire que
voilà, je me suis rendu compte dans le début de ma vingtaine, là, qu'en fait, le carnage mental était vraiment très, très répandu et dans plein de milieux, parce que j'ai toujours, à l'époque, je voyageais beaucoup. Voilà, une petite tendance luciférienne. Dès que je vois un truc obscur, on me dit n'y va pas. Je fais bonjour, vous n'avez pas besoin de feu, il fait un peu froid ici. Voilà, donc dès qu'il fait sombre, je rentre, je ramène de la lumière. Mais Alice, en parlant justement de carnage Est-ce que je peux mental, fumer une clope, ça te dérange ou pas? non, ça ne me dérange pas, vas-y. En parlant justement de carnage mental, tu as de fait évolué dans un milieu incestueux qui a forcément impacté les différents membres de la famille. Donc, Attends, je suis restée à tu as de fait, en parlant de carnage, ça a ouais, coupé. tu as de fait évolué dans un milieu incestueux qui, sur le plan affectif, n'a pu évidemment qu'impacter l'ensemble des membres de la famille, chacun évidemment à sa façon. Alors, Et donc par rapport à cette situation-là, toi-même, en fait, sur le plan, je dirais, affectif, comment tu t'y es retrouvé, entre guillemets, comment tu as fait? Est-ce que tu as été impacté, je dirais, négativement par cette situation? Et si oui, de quelle façon au quotidien dans ta vie de femme? alors, avec le temps, ça, je suis capable d'en parler depuis assez peu. Je ne me l'expliquais pas. Maintenant, je me l'explique. Enfin, c'est pas que je me l'explique, je peux le formuler ainsi. Ça, c'est un coup de chance de ma constitution interne. C'est-à-dire que je suis complètement imperméable. Autant je suis sensible à tout, autant je suis imperméable à tout ce qui est sentimentalisme, romantisme, façon de parler, cliché. Donc, ma façon d'aimer à moi, elle est inconditionnelle dès le départ. C'est-à-dire que j'ai un sens de la justice terrible. C'est la seule chose qui compte pour moi. Si c'est juste, ça va. Si ça ne va pas, je suis implacable. Et c'est pour ça que les arts martiaux me vont bien. Et en fait, j'ai une mentalité plus d'anglaise et de japonaise. Absolument pas binaire, manichéenne, le bien, le mal, je m'en fous complètement. Et pour ça, quand j'ai découvert Nietzsche, alléluia. Alléluia. Reviens-nous avec Nietzsche. Et donc, Nietzsche t'a parlé, en Nietzsche fait. par-delà le bien et le mal, le gai savoir, Hmm, cette hmm. ultra lucidité qui permet d'avoir un humour vrai et pas du tout du cynisme et de l'ironie à la française, acide, amer, qui se moque, quelque chose de infiniment positif, émerveillé de tout. Et je n'ai le seul a priori que j'ai, c'est que je n'en ai pas en fait. C'est-à-dire, j'entends tout, ok, on me dit fais pas ci, fais pas ça. En fait, je disais à chaque fois, et je le fais encore, je préviens toujours. Je dis oui, oui, je vais le faire. Enfin, quand je veux pas, quand je sais que j'ai pas envie, je dis non. Ah, tiens, je vais essayer. Quand je n'aime pas, j'arrête de le faire. Mais je fais aussi le contraire. Et je Hmm. préviens. De toute façon, je n'en fais que à ma tête, comme on dit. Oui. Mais Parce que sinon, je trépigne, quoi. C'est pas bon. c'est ça. Mais comme Nietzsche, en fait, tu n'es justement pas binaire. Tu prends la réalité dans toute sa complexité, mais Ouais. tu évites aussi du coup de mettre des étiquettes un peu faciles sur les choses et sur les gens. Tout ce qui est cliché, j'y suis totalement étanche. Hmm. Les phrases toutes faites, alors par qui? À chaque fois, je demande phrases toutes faites, façon de parler. Oui, mais de qui? Le on, Dasein, Heidegger, tout ça. Enfin, ça, c'est oriental, c'est zen, en fait. Comme, Voilà. donc, c'est la voie du milieu qu'on ne m'a pas du tout enseigné en France à l'école. Si, après, à la fac, avec mes profs qui étaient anglophones natifs, Australie, Texas, Irlande, Écosse, ils me disaient waouh, elle est des nôtres. Comment t'as fait pour tenir jusqu'à maintenant? Je sais pas. Oui, Bon, je- mais c'est vrai aussi, Alice,
quand, à un certain moment, en tout cas, tu nous diras, mais à un certain moment, je trouvais que sur ton Facebook, ce que tu postais était parfois assez trash. Tu semblais avoir Oui. un rapport au corps, parfois, je dirais très libre, mais en même temps qui peut effectivement susciter l'interrogation. Et il y a un rapport aussi, je dirais, J'attends qu'on me pose des questions. Il faut oser me poser des questions. Je réponds, hein. ouais. Mais aussi Là, un, pour l'instant, il n'y a pas de commentaires, donc je peux rien étoffer. Je peux pas faire plus que ça. non, non, je dis, Et j'ai je un dis, rapport au corps cru. oui. Et oui, mais c'est ça. Mais donc, est-ce que tu penses que ce rapport au corps cru, mais également dans certains de tes posts, le rapport à l'alcool aussi, qui à à certains Mais ça moments, c'est de la pure mise en scène provoque, hein. ah, c'est de la pure provoque. En réalité, tu Oui. ne bois que de l'eau. Non, pas du tout. J'adore le vin. Et ce que je dis, c'est vrai. Mais c'est pas parce que j'ai un verre dans la main que c'est un verre différent à chaque fois. Parfois, c'est le même. Ça, c'est pour faire la nique à tous ces clichés sur dans le Nord, on picole. Hmm, Cette légende, on dit n'importe quoi sur l'alcoolisme. Enfin, moi, ma mère est issue d'une famille où on boit beaucoup. hmm, Et je sais, pour fréquenter des gens qui boivent beaucoup, de tous les milieux, que les gens vont mal d'abord et ensuite, quand ils boivent en espérant que ça va aller mieux, l'alcool ne les arrange pas. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne va pas mal quand je bois de l'alcool. Et j'ai été initiée à l'alcool très tôt par des gens plus ou moins bien intentionnés. Ça n'a jamais marché. Je n'ai jamais perdu conscience. Je n'ai jamais été ivre, je n'ai jamais eu de trou noir. Non, tout ça, ça marche pas. hmm. Et alors, tu parles évidemment de ta famille extrêmement dysfonctionnelle. Est-ce qu'autour de toi, il y a eu des personnes qui t'ont entendu, toi, éventuellement également ton frère, qui ont compris, qui ont été un réel soutien, qui Non, quelque part t'a frère, aidé aussi à avoir son équilibre? mon frère a été complètement, pour l'instant, comme si son esprit avait été avalé par ma mère. Il s'est complètement fait mettre sous emprise. Je ne l'ai pas vu depuis 13-14 ans, là. J'ai dû le signaler avec sa femme auprès des services sociaux parce qu'il était en train de devenir maltraitant lui-même en tant que père de famille. Donc, mon frère va, à ma connaissance, que très peu, je n'ai de ses nouvelles que par ma mère, qui sont purement de l'ordre de Gassi, voilà, hein, voici, Galop. Euh, non, ça va mal, quoi. Il a tout misé sur l'intellectualisme, il est dans un déni et pas une amnésie traumatique, puisque je me suis bien chargée de lui entretenir la mémoire régulièrement. Au niveau des gens que je rencontre en France dans tous les milieux, que ce soit milieu professoral, artistique, énormément de gens à qui j'ai commencé à parler de tout ça me disaient ah oui mais moi aussi bah c'est comme ça hein, c'est rien qu'est-ce que tu veux y faire voilà donc là je me disais mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu à part que moi je sais que c'est pas normal et que c'est pas parce que c'est Hmm, répandu que c'est normal non, c'est pas parce que c'est banal que c'est normal c'est sûr. donc j'ai Mais, tenu. ouais. Mais, euh, Mais c'est tu, une catastrophe. toi, finalement, tu es quand même visiblement assez fort pour traverser cela, et pour en parler, contrairement à d'autres membres de la famille. Et donc, je voudrais revenir un instant, Alice, si tu veux bien, sur ce point qui paraît capital. Outre le fait que tu parlais d'une vie intérieure extrêmement riche qui t'avait effectivement aidé, sauvé, soutenu, tu as eu besoin, toi également, d'appui extérieur. Tu as suivi une thérapie ou de l'hypnose, quelque chose qui t'a aidé à non seulement à conscientiser, mais aussi à te libérer peut-être Oui, d'une certaine emprise, d'un certain milieu mortifère. j'ai rencontré des aides, des maîtres à aller bien. Donc ça a commencé à la danse, toute petite. Mon père a fait faire une dérogation pour que je puisse commencer la danse à 2 ans et demi en même temps que la maternelle, alors que normalement c'était 5 ans à l'époque. J'ai eu une prof de danse merveilleuse qui en fait me faisait faire du yoga, mais je ne savais pas, je l'ai su après.
Au niveau des thérapeutes officiels, psy, médecins, remboursés moitié, trois quarts, un demi, conventionnés ou pas, arnaque absolue, mais à un moment, c'était drôle. Par contre, j'ai rencontré des thérapeutes, mais ce genre de thérapeutes qui te font tout en une fois, quoi. Ils t'expliquent le truc et Ouais. des personnes qui m'ont appris vite bien, parce que je savais formuler la demande aussi, m'ont donné les outils pour que je me soigne Mhm. en autonomie et que j'ai pas besoin de passer mon temps à revenir et à dépenser du fric que j'avais de moins en moins d'ailleurs. Voilà. Ouais. Mais du coup, en fait, Alice, par rapport justement à, je dirais, à ce côté sombre de ta famille, toi-même, en fait, quelle est ta vision des hommes? Comment tu les vois? Comment ils te voient? Comment Les se hommes, passe, oui, comment se passe, je dirais, le rapport homme-femme pour toi? alors, premièrement, je ne connais pas deux hommes. Donc, tu ne connais pas deux hommes? Deux hommes identiques, même des jumeaux. J'ai rencontré plusieurs paires de jumeaux donc qui ont été nourris au même truc. Hein, voilà. J'ai toujours eu des copains garçons et hommes, des vrais amis, même si personne n'y croit pas, peu importe. Moi, je sais, ils savent. J'ai beaucoup d'amis hommes qui me trouvent absolument charmante, belle, nanana, avec qui il n'y a jamais eu aucune ambiguïté érotique ou sexuelle. Hmm. Ça dépend. Je connais des hommes ravagés qui viennent vers moi parce que attirés par le fait que bah, je n'ai pas peur, donc ils me lâchent leur détresse et je les aide. Donc il y en a, ben, ça leur a pris du temps, il y en a, ils vont vite pour se remettre. J'aime bien la simplicité masculine qui est très forte en moi. Je suis une femme très virile dans le comportement. Hmm. Dans le côté droit, un peu bagarreuse aussi, j'aime bien. Je suis pas du tout une nana qui minaude. Ce que j'aime aussi, c'est que alors, les hommes et les femmes, les garçons, les filles peuvent mentir autant les uns que les autres, mais les femmes, Mais les femmes? je trouve globalement que les femmes mentent mieux que les hommes. Mais de toute façon, avec moi, ça marche pas. Je le vois. Donc après, c'est une épreuve de patience qui me regarde. C'est à moi de décider combien de temps j'ai envie que ça dure. Mhm. Et depuis toujours, et c'est pour ça que je suis pas très bien passée à cette époque-là, entre 99 et 2015 dans l'éducation nationale, c'est parce que j'arrêtais pas de dire, il n'y a aucun enfant, ado, stupide, imbécile, ça n'existe pas. Même dans les classes de SECPA, CLIS, ils sont tous ultra finaux pour d'autres trucs. Et ouais, ben, j'ai cette Oui. capacité spontanée, naturelle, et en plus que j'ai approfondi, travaillé à voir les trésors dans les gens, vraiment. Hmm. Ensuite, bon, il a fallu que j'apprenne à tenir davantage compte de ce qu'on appelle les défauts, parce que je m'en sortais plus de me laisser envahir, etc. Mais mes élèves, ils me disaient, quoi, Madame, vous êtes trop gentille, on a envie de vous bouffer. Je dis, enfin, il faut nous protéger, on est des enfants. Oh, vous êtes des enfants. Tiens, hier, vous étiez des adultes et maintenant, ça vous arrange. Bon, bref. Donc, Ouais. j'étais adolescente avant vous. Hein. Donc, Mais euh, ce qui est important, évidemment, et ce qui me
ce qui m'interroge aussi quand je t'entends, Alice, c'est le fait évidemment que souvent quand on a été dans une famille maltraitante, le risque c'est qu'on devient maltraitant soi-même. Tu parlais de ton frère maltraité qui est maltraitant, de ta maman qui l'avait mis sous emprise. Toi-même, visiblement, tu n'as pas du tout suivi entre guillemets cette voie-là. Tu t'es parvenu à t'extraire de ce milieu pour ne pas Alors, j'en suis répéter restée à à toi-même ton tour. visible. Tu n'as pas visiblement toi-même répété les maltraitances subies dans ta famille. Tu n'as pas été à ton tour Pas maltraitante. du, pas du tout, pas du tout. Étanchéité totale. Oui, Ça, c'est comme ça, tant mieux. bien sûr. Mais tu te l'expliques en fait, parce que c'est pas évident, surtout évidemment quand la maltraitance commence quand on est encore enfant. Donc on ne la voit pas, elle est diffuse et puis elle s'inscrit quand même en toi aussi. Donc Alors, le risque de répétition est important. il n'y avait aucune maltraitance physique. Il y avait un martinet impressionnant dont personne ne s'est jamais servi. Mes parents me menaçaient de me mettre une fessée monumentale qu'ils ne m'ont jamais mise. Par contre, le harcèlement psychique, la torture psychique et le viol par mensonge, le fait que ma mère rentrait sans frapper, fouillait mes affaires, lisait mon courrier, m'espionnait, ça, voilà, c'était une façon de violer mon intimité aussi. Mon frère n'a pas été maltraité, il était couvert de cadeaux. Alors, mon père, quand ma mère l'a rencontré, elle l'appelait mon père. Quand ils étaient mariés, elle l'appelait papa. Et mon petit frère, elle l'appelait mon petit père. Hmm. Donc tout était décalé. Et moi, à table, j'insistais jusqu'à ce que mon frère me dise mais ta gueule, ça sert à rien. Après, il a vrillé quand il est devenu intellectuellement reconnu et qui s'est permis de me dire mais toi, de toute façon, tu es tellement conne, tu passes ta vie à expliquer aux cons qui sont cons. J'ai dit bah ça, dites donc, avoir fait autant d'études littéraires pour parler aussi platement, je te félicite pas. Hmm. Ben oui, Je te mais rappelle qu'un con, c'est un sexe de femme. J'ai dit, bon, t'as fait du grec, pas du latin, je te pardonne. Lol. Enfin, non, c'était tendu. Mon frère, il a menacé de me tuer parce que j'étais sur le point. Enfin, il croit. Non, j'étais pas sur le point, pas sans le consulter. De... J'étais en train de parler à son épouse actuelle, qui venait d'accoucher de leur premier enfant et qui allait très, très mal. Et puis, j'avais discuté avec des anciennes copines à lui qui m'ont fait des confidences en le quittant, etc. Donc, ouais, avoir confondu l'intelligence avec être intellectuellement reconnu, diplômé, c'est terrible. c'est C'est sûr. un des Ben oui, piliers c'est sûr. du matérialisme, avec un déni du corps, un Oui, déni de la beauté, un déni du sexuel, du sensuel, oui, mais pour que ce soit utilitaire, quoi. ce qui peut justement s'expliquer aussi par son vécu traumatique où il essayait, j'imagine, de Ben, faire avec les moyens du bord. oui. Mais alors, pendant très longtemps, je connaissais que lui. Et c'est depuis 10-12 ans, il y a eu un gros boom de révélations d'autres hommes de son âge, ou plus vieux ou plus jeunes, qui m'ont raconté avoir vécu des situations pas similaires, mais comparables au niveau du traumatisme. Oui, ben oui. Et c'est ça qui manquait, en fait, c'était que les hommes prennent la parole. Alors, pendant 10 ans, c'était très bizarre, très dangereux aussi, mais je le savais, parce que comme je ne suis pas une professionnelle de la santé, pas remboursée, pas couverte, et que je recevais des confidences à brûle pour point de gens, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ensuite, il y a eu le phénomène de, c'est un peu comme si j'étais leur journal intime qui en savait trop, ils voulaient me brûler. Donc, j'ai été menacée de meurtre par des gens qui s'en voulaient de m'en avoir trop dit, donc ils voulaient m'éliminer de la surface de la Terre. Ils avaient peur que leur secret soit révélé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un attachement, j'ai connu ça avec un homme
qui s'était fait une sorte de fierté d'être séropositif. Il y a un délire de c'est mon trophée, je suis quelqu'un de bien parce que j'ai vécu l'inceste ou j'ai le sida ou voilà, je suis élu. Et en fait, c'est quelque chose que disent les pédocriminels. Ils font croire aux enfants que c'est particulier, c'est quelque chose de spécial, tu es quelqu'un de spécial, etc. Et après, il y en a, ils ont des grosses déconvenues d'ego parce qu'ils se rendent compte que non, ils n'étaient pas le petit chouchou, la petite chouchoute, mais qu'il y en avait 30 autres en même temps. Mhm. Et il y en a, au départ, ils le vivent très, très mal. Et ça peut donner des réactions extrêmement agressives. Bah, disons que ce sont des situations qui, par définition, sont extrêmement perturbantes. Donc, si on te fait miroiter, Oui, évidemment, tout un monde comme quoi tu es le centre du monde, et quelque part, tu le crois peut-être parce que tu n'as pas non plus, justement, d'autres comme si relations. c'était un privilège, voilà, Voilà. tu as un Parce que privilège. tu n'as pas de relation affective, je dirais, normale, équilibrée. Donc, du coup, quelqu'un s'intéresse à toi et tu as l'impression, enfin, d'être reconnu pour ce que tu es, simplement. Sauf que tu n'es reconnu que pour ton corps et tu vas être maltraité et tu prends ça finalement pour de l'amour. Donc, il y a une perversion, évidemment, extrêmement profonde Alors, qui ce peut être qui est durable. bizarre, je suis à peu près sûre d'un truc, je le saurai un jour, c'est que ma mère n'a pas utilisé mon frère comme sextoy, par exemple, parce que je crois que, ayant été elle-même, ça je le sais, elle m'a pas dit par qui, mais je sais qu'elle a été violée enfant, et peut-être par plusieurs personnes, notamment pendant la guerre et après, et des curés, notamment celui qui lui a appris à faire du piano. Donc il y a un truc avec ma mère et la soutane. Il y avait elle a un, elle n'a jamais connu, qu'elle a en photo, qui est parti, qui est mort en déportation, et qui portait la soutane. Après, elle a fait du piano avec l'organiste de la paroisse, et après, elle tombe amoureuse de qui? Père Lefranc, qui était magnifique, mais quand même, quoi, il avait une robe, c'est quand même pas banal, quoi, elle est allée le chercher. Donc il y a un truc comme ça, mais qui avait fait vœu de chasteté et de célibat. Donc elle s'est dit aussi, premièrement, il est riche, deuxièmement, il est beau, troisièmement, vu qu'il a fait vœu de chasteté et célibat, au moins celui-là, il m'enquiquinera pas trop au pieu, quoi. C'était plutôt une fuite du sexuel. Hmm. Donc, il y a plutôt une envie chez elle de faire en sorte que mon frère ne devienne jamais un homme qui se serve de son sexe. Quand il lui a dit, là on se parlait encore avec mon frère m'a appelé pour me dire qu'il allait être papa, tout ému, donc on est très ému aussi, parce qu'après on s'est fréquenté jusqu'à ce que son fils aîné ait 4 ans, et suite à un incident chez ma mère lui a menti, il y a eu blackout, donc je suis blacklistée, l'anathème, mon frère me considère comme morte, je le sais par d'autres gens qui me l'ont dit, mais je ne suis pas morte. Donc, il m'a appelé pour me dire je vais être papa. Donc, moi, j'étais ravie. Ah, super. Par contre, notre mère a eu une réaction qui m'a choquée. Comme elle fait là, donc j'imaginais très bien. Oh, elle tord son nez comme ça. Comme si c'était dégoûtant, obscène. Il dit ça m'a glacée. J'ai eu l'impression de mourir à l'intérieur de moi. Donc là, je lui ai épargné le. T'étais un peu naïf quand même. C'était pas le moment. Donc là, mon frère a réalisé qu'en fait, ma mère ne tenait pas du tout particulièrement à son bonheur plus qu'au mien. Et que c'est comme dans Psychose de Hitchcock ou Carrie de Stephen King, le livre et le film, il y a une sorte de colonisation de la mentalité de la mère qui va mal, qui même après son décès, en fait, a pris possession du corps de sa progéniture, qui s'interdit de vivre et ne fait que obéir, même post-mortem, aux injonctions de la mère malheureuse à cause de maltraitance et de sexualité traumatisante, etc. Donc, c'est la castration, c'est la fin de la vie, en fait. Il n'y a aucune philie dans l'inceste, c'est la fin du monde.
C'est ce que mon père m'avait dit tout de suite quand j'en ai parlé. Puisque la vie est horrible, elle le dit encore à 82 ans, hein, cette vie de misère. Alors ça, c'est quand il n'y a pas de public, hein. Mais moi, je la connais. C'est ça qui est fou, c'est qu'en plus, c'est vraiment fou, c'est la folie ordinaire. Ma mère sait que je sais, puisque j'ai assisté à tout. Donc, elle sait très bien ce qu'elle m'a dit, elle sait ce que je lui ai dit, donc elle sait quand elle ment. Elle sait ce qu'elle invente. Après, il y a des choses qu'elle invente, mais moi, je n'étais pas là, c'était avant. Elle a une façon de refaire les histoires. C'est quelqu'un qui peut passer des heures à dire du mal des gens sur la base d'hypothèses. Et elle dit du mal de tout le monde. Depuis toujours, ma mère, je sais qu'elle n'aime personne. Je ne l'ai jamais entendu dire. Si, elle aime son jardin, elle aime les fleurs, mais les fleurs n'ont pas de répondant, donc elle fait ce qu'elle veut, elle les coupe quand elle veut. Il y a quelque chose de complètement tyrannique, despotique. Après, donc, ah oui, alors à propos des hommes, j'ai fait l'expérience avec un vrai pervers narcissique et c'est un super toubib qui est décédé, qui m'a bien aidé, pareil, en une fois. Il me dit, vous avez été violé, incesté, vous? Je dis non. Vous êtes sûr? J'ai dit, oui, oui, j'ai bien travaillé, là, hypnose et tout. Non, non, sûr. J'ai été menacée d'être violée, mais ça n'est jamais arrivé. Il dit, c'est bizarre parce que vous avez des réactions de quelqu'un qui a été violé et incesté. J'ai dit, je sais, mais je crois que j'absorbe les réactions des autres qu'ils ne disent pas. Et j'ai l'impression même que c'est pas du tout ce qu'on raconte avec Freud, que la femme, elle cherche son père. Moi, je suis pas du tout attirée par des hommes qui ressemblent à mon père. Je suis attirée par des sportifs musclés, pas du tout un télo. C'est-à-dire le contraire. Moi, j'aime bien les rugbymen, les boxeurs et tout, qui font bien à bouffer. Voilà, pas du tout qui me font des dissertes. Ils me font chier. Vraiment, les intellectuels, ils m'ennuient. Je leur dis. Hein. Bon, c'est vrai. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc, il y en a qui se vexent au début, mais après, on est tous. Avec le temps, franchement, quand j'avais 18 ans, j'étais pas sûre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la paix. Donc, j'explique une fois, deux fois, pas trois. Après, c'est donc ce fameux truc de patience. Ben, Je disons que m'éloigne. tu aimes bien dire les choses pour que les choses soient claires d'emblée, quoi. Oui, oui, alors c'est ça, voilà. Donc, en fait, j'ai toujours tout dit. Le problème, c'était pas que je disais rien. D'ailleurs, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui commencent à dire ça aussi. Le problème, c'est pas que je disais rien mais que tout le monde savait, c'est que je disais et que tout le monde savait et qu'il n'y avait aucune réaction normale. Donc, soit c'est que tout le monde est maltraitant, soit tout le monde a été maltraité, soit les deux de ces gens-là. Hmm. Qu'est-ce qu'ils cachent? Qu'est-ce qu'ils protègent, ces gens-là? Oui. Mais toi, en fait, quelque part, tu as pris complètement le contre-pied de ce que tu as vécu en famille. C'est-à-dire qu'en famille, on aurait voulu que tout reste sous la chape de plomb, en silence, et finalement qu'on reste dans Ah le oui, ma déni. mère me disait, je t'emmène voir un psy, mais je t'interdis de lui dire la vérité. Je dis, bah Bah non, oui, bah exactement, oui, c'est ça. Mais donc, non, en bah, je veux fait, dire la vérité. donc justement, pour faire un petit peu le lien avec ce que l'on vient de dire, j'ai pris une phrase au hasard Ouais. d'un écrivain et j'aurais souhaité du coup que tu réagisses à cette phrase, que tu me dises un petit peu comment ces mots résonnent en toi. Donc Mhm. je les ai choisis au hasard, donc tu me diras s'ils tombent bien par rapport à ton expérience et ce qu'on vient de dire, mais donc que t'inspirent ces mots. La parole est la clé enchantée qui ouvre toutes les portes. C'est tiré des lettres de Barbiana. La parole est, La clé enchantée qui ouvre toutes les portes. oui. Alors, ce que ça me fait, c'est que je sais que c'est vrai, parce que je le constate en permanence depuis toujours. Donc c'est plutôt Oui. des mots qui sonnent juste. Ben, c'est plus qu'une clé pour moi, c'est une gouverne. Hmm. Une gouverne, oui, c'est une C'est gouverne, grâce d'accord. à ça que je suis restée en vie par moment, parce que il y a eu des périodes de ma vie où j'étais épuisée nerveusement quand même. Là, ça a l'air de tout va bien et je vais très bien, mais j'ai eu des périodes de ma vie où j'étais
très, très abîmée, très, très épuisée, vraiment mal en point. Mais en plus, je ne sentais rien, quoi. Je... C'est un peu Par compliqué. contre, la seule chose à laquelle c'est impossible que je déroge, je sais Mhm. plus, que je déroge, je suis je me suis entraînée à mentir, mais en fait, ça m'amène à l'hôpital direct. En fait, je suis allergique. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas mentir. Mhm. Et, et donc, du coup, j'attire énormément de menteurs. Alors, bon, mais je les vois. C'est-à-dire que je les préviens. Mhm. Je suis une sorte de sérum de vérité. Et ils viennent pour ça. C'est arrête-moi parce que tu peux. Après combien de temps ils vont mettre ces personnes, ces gens pour admettre qu'il faut qu'ils soient cohérents, mais c'est leur affaire, c'est pas la mienne. Moi, je préviens, c'est tout. Mhm. Et mon père, quand on écrivait, enfin, je faisais mes illustrations de livres quand j'étais petite et que j'écrivais pas encore, et lui, il tapait à la machine. Donc, je dictais l'histoire, il tapait. Je faisais les dessins. J'avais 4, 5, 6. Après, j'ai écrit, moi. Il me disait, fais attention, ma fille, parce que tu es de ces êtres. Puis en plus, il l'a étoffé avec les secrets du Vatican, là, les sorciers, les grands magiciens, ce pouvoir-là. Il dit, tu es quelqu'un, tout ce que tu dis et ce que tu dessines arrive. Donc fais bien attention à ce que tu dis, à ce que tu dessines, parce que tu es responsable. Tu entends? Je dis, oui, oui, j'entends bien. Je dis, bon, ben, je continue alors. Donc, l'amour, chacun retrouve sa chacune, la nature refleurit, les méchants vont bouder dans leur coin, puis après on leur fait une petite place à table quand même, parce que bon, faut les comprendre, c'était pas facile tous les jours. Voilà. Donc j'ai gardé ça, ça a jamais bougé. Oui, parce que ce sont des propos qui auraient pu être très culpabilisants pour le coup, hein, de te faire porter ce type de responsabilité, Moi, ben, au niveau de d'influencer la comme ça le monde. culpabilité, lui, il est, mon père était un paquet de culpabilité allongé en mode escar géant. Oh, quelle horreur! Jusqu'à ce qu'enfin il ait de la morphine et qu'il redevienne normal, quoi. Hmm. Qu'il reprenne ses esprits. Et il est parti serein, ça je le sais. Son âme est partie sereine. Il fallait absolument, parce qu'en fait, je l'engueulais, on s'est engueulé sur la Vierge Marie. Là, je me suis rendu qu'en plus, ça s'appelait Eugène, quoi. L'eugénisme du Vatican, on est en plein dedans. Oui, mais avec Zeus, c'est la cuisse de Jupiter, nanana. Rien n'exclut qu'avec les avancées de la science, on ne pourra pas greffer un utérus dans la cuisse d'un homme pour qu'il accouche. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, espèce de vieux croton? Ah, c'était affreux. Quand il essayait de m'aider à faire mes dissertations de philo en terminale, là, ma prof était rousseauiste. Il voulait que je termine par ainsi soit-il à chaque fois. C'était insupportable. Je dis non, non, Hmm. ça va pas passer. Tu veux que j'ai mon bac ou pas? Bon, bref, voilà. Donc, c'était insupportable. Et ça, je dis, mais on t'a sérieusement appris ça? Il me dit, bah oui, bah oui. Ah oui, le coup de, on peut très bien se passer de la gonzesse. Dites donc, non mais franchement, au niveau sexuel, mes parents, ils étaient pas très très alertes, hein. Mon Dieu, mon Dieu. Bon bref. Hmm. Et Mais c'était ouais pour la procréation, quoi, que c'était pas bien, c'était sale. Pourtant, ils étaient naturistes. Bah, quand j'étais petite, on vivait tous à poil à la maison, c'était marrant, quoi. Mais c'était désexué, désexualisé. hmm. Et tout a dégénéré quand mon père n'a pu plus partager le lit de ma mère. Donc, peut-être qu'il faisait juste des petits câlins, ça suffisait. Moi, je sais que j'ai été faite sans pénétration. Il a suffi de faire frotti, frotta. Et je sais que c'est possible parce que ça m'est arrivé dans ma vie à moi. Je me suis retrouvée enceinte alors que le type m'avait pas pénétré, juste s'il avait frotté. Et c'était le jour. Puis ça, c'est fort quand même. Non, bon, on va arrêter. Si quand même j'ai répété des trucs, mais c'est pas du tout parce qu'un type a plein de gosses que c'est un bon amant. Hein. Faut arrêter le délire avec tout ça. Bon, donc ça, je me gêne pas pour le dire. Hmm.
C'est pas parce qu'une femme a plein d'enfants qu'elle est heureuse au lit non plus. Ça se serait. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est une gentille maman, et c'est pas parce qu'on a fertilisé une femme qu'on est un bon père. Ça s'apprend. Ça, c'est pas. Il va falloir le réapprendre. On est en plein dedans là. Parce que là, c'est devenu n'importe quoi. Enfin, je crois que ça l'a toujours été pendant plusieurs siècles. La seule différence, c'est pas qu'il y en a plus des gens starbés, c'est qu'ils ne peuvent plus le cacher. Avant, ils le cachaient mieux. Ben oui, c'est ça. On n'avait pas le temps d'en parler. Là, ils ont le temps. La parole s'est effectivement libérée. Euh, Alice, on arrive tout doucement en fait à la fin, si tu veux bien. Mais Ouais. avant de terminer, je voulais être tout à fait certain que tu avais le sentiment d'avoir dit ce que tu souhaitais dire par rapport à l'essentiel de notre propos et de ton histoire singulière. Ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre à tes questions, parce que sinon, je peux parler tout le temps, tout le temps, tout... Non, pas tout le temps. Des fois, j'ai... Oui, mais il faut pas être trop lent non plus parce que sinon, effectivement, de toute façon, euh, les personnes décrochent si on est trop long. Mais pour moi, l'idée est vraiment par rapport de fait à ton histoire et les éléments essentiels, je dirais, qui l'ont jalonné, être certain que tu as eu l'occasion j'ai envie de dire pas de vider ton sac, mais de dire l'essentiel de ce qui a été Alors, ta vie et hum, là où tu as vécu, grandi. alors non, mais heureusement, par contre, d'avoir répondu à tes questions de manière assez complète, oui, je suis satisfaite de ça. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu comme la poule et l'œuf. Faut quand même se rappeler que l'œuf, c'est un ovocyte fécondé par un coq. Donc, moi, je suis pour les hommes. J'ai toujours aimé être une fille. J'ai beaucoup entendu autour de moi, mais c'est très français, hein, vraiment. C'est très français. C'est très catho. Que c'était une calamité d'être une fille, une femme. Ma mère, à son époque, une fille, c'était une chèvre à qui il fallait trouver un bon parti, c'est-à-dire un piquet, là, et qu'elle allait brouter autour. Et elle me dit encore régulièrement, elle a des motos comme ça, oui, mais toi, tu es la chef de Monsieur Seguin qui finit par se faire bouffer par le loup parce qu'elle ne veut pas rester attachée. Je dis, mais non, moi j'adore les loups, je suis pas une chèvre. Ça va, je fréquente assez de musulmans pour savoir que je suis pas échangeable contre des gazelles et des dromadaires. Au bout de 5 minutes, ils arrêtent tous, hein, ça suffit. C'est quoi cette mentalité? C'est pas moi. Et j'aime avoir mes règles, j'aime être une femme, j'aime les hommes. Ça ne veut pas dire que je couche avec tous les hommes que je trouve sympathiques et charmants. Sinon, je serais morte depuis longtemps. Donc ça, c'est dans sa tête. Mais elle préfère ces films, ces fantasmes d'orgie. Je sais pas où est allé voir ça d'ailleurs. Peut-être c'est des souvenirs de ses vies antérieures. Oui, voilà. Donc et même mes copines. Enfin, c'est très féminin. Les trucs les plus misogynes que j'ai entendus venaient de femmes. Hmm. Vraiment, les mecs, je les trouve plutôt cool. Alors, ils sont balourds, ils sont maladroits. En général, ils sont pas renseignés, quoi. Quand on leur explique, ils font ouais. Bon, c'est pour ça. Alors, du coup, ça va. Mais voilà. Donc, je suis très hétéro et mono-andre. Elle va me dire, oui, mais t'es une traînée parce que regarde, t'as eu plein de copains. Je dis, oui, mais je change de copain quand ça ne va pas, quand il y en a un qui m'a plu et qui s'avère qu'en fait, c'est ennuyeux et répétitif et qui devient comme une vieille chaussette qui pue. Chez moi, je le vire. Je ne veux pas vivre comme ça. Je ne suis pas avec quelqu'un pour qu'il me paye des fringues. Je l'ai entendu dire ça au Hmm. téléphone. Oh, on a rencontré un homme très riche, il va épouser Alice, il lui offrira euh, des fourrures et des bijoux. Je dis, non, c'est un ami. Ouais. Alors, Bon, qu'est-ce qu'elle a raconté d'autre? Voilà, donc pour ça, ça va. Et peut-être, alors après, je ne sais pas si tu es réceptif à ça, mais moi, je sais. Comment j'explique cette force, cette structure solide qui me permet de, de naviguer. oui, Hmm. ou de rester là, tenir, parce que là, ça fait longtemps que je navigue plus, hein, j'ai plus de thunes, bon, bref, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas besoin de me déplacer pour voyager. Ça, c'est le pouvoir du créatif. Euh, je me souviens parfaitement.
en tant que vieille âme de la réunion où j'ai sélectionné ces parents-là pour m'incarner en tant que fille en 73. Et que mes copains amis me faisaient « T'es sûre ?» parce que c'est pas coton. Je dis « Oui, oui, très bien. Laine de verre, fil à retordre, j'y vais. » Ouh, un peu comme dans La Belle Verte de Colin Serrault, tu sais. Qui veut aller Mhm. sur Terre? Ouais. Non, Eh ça ben, craint. en tout cas, Alice, je te remercie parce qu'en fait, tu es visiblement une femme à la parole libre, et ça, je crois que c'est important, c'est un petit peu, j'ai même l'indispensable si on veut effectivement échanger, non seulement à la parole libre, mais aussi, j'ai envie de dire, à la vie libre. C'est-à-dire que quelque part, tu t'autorises à sortir du rôle assigné à une femme. C'est-à-dire qu'en général, évidemment, Toujours trop. les expériences dont tu parles, c'est plus des expériences effectivement que les hommes vivent. Et souvent, évidemment, les femmes disent, moi, on aimerait finalement qu'on arrête de nous dire ce que nous devons faire, penser, Oui, mais et il que mentent l'on puisse beaucoup. effectivement faire comme vous, les hommes, c'est-à-dire nous Franchement, taisons. elles mentent beaucoup. Marguerite Yourcenar le disait en 81. C'est pour, elle disait, voilà pourquoi, il y a une très belle émission filmée où elle dit, si, pourquoi je ne signe pas les manifestes féministes à l'heure actuelle, donc c'était Mitterrand au début, là, c'est parce qu'il y a toujours un moment où j'ai l'impression que si être une femme et être l'égal de l'homme, c'est avoir une vie aussi triste que le pauvre type qui avale vite fait son café le matin, son attaché-caisse pour avoir une vie ennuyeuse et rentrer de sale humeur le soir. Non, c'est dommage. euh, Voilà. Donc moi, je suis très Marguerite Yourcenar à ce niveau-là. Et je sais, parce que je reçois des confidences. Après, ils peuvent dire, je n'ai jamais dit ça, mais moi, je le sais et ils savent qu'ils me l'ont dit ou elles me l'ont dit. Les gens mentent. Toutes les personnes que j'ai connues en couple étaient en train de jouer des comédies tristes. Et je le sais, puisqu'elles me l'ont dit. Moi, je ne leur demandais pas. hmm. Moi, je rencontre des couples, ils m'invitent, je fais certes. Hop, puis, hop, monsieur me raconte un truc d'un côté, madame de l'autre, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ils faisaient tous semblant à 98%. Hmm. Et moi, je ne triche pas. Non, oui, quand je veux quelque chose, je le demande. Si on me dit non, hop, par exemple, je n'ai jamais brisé un ménage. Jamais. Par contre, c'est pas de ma faute si parfois je me suis rendu compte après que le type avait oublié de me dire que, ça j'en ai eu une dizaine quand même, qui avait oublié de me dire qu'ils avaient une femme en train d'accoucher. Ah oui, Je les aurais tués. c'est aussi un grand classique, ça. Je les aurais tués, franchement. Heureusement que je sais me tenir mes nerfs. Hein. Ça, c'est les arts martiaux. Merci. Je peux tuer, hein, en mode C'est Ken le survivant, là. C'est presque une question à poser en fait quand tu rencontres un homme, de savoir si réellement il est libre ou bien s'il est déjà s'il a déjà une vie de famille avec éventuellement des marmots. Oh, mais c'est incroyable. Et les femmes qui disent quand le type est parti, genre assemblée, etc. Ah, il est vraiment sympa ton mec. Ouais, enfin bon, c'est surtout qu'il gagne bien sa vie. Hein. Alors que la meuf, elle a un travail, quoi. Hmm. Donc en fait, c'est rester derrière. C'est-à-dire, il y a des rôles comme ça. Et moi, je suis exempte de ça. Vraiment. C'est-à-dire que je m'en fiche. Je sais que ça existe, mais je ne suis pas obligée. Ouais. Mais c'est pas si courant finalement de parler comme tu le fais et davantage encore de vivre comme tu le fais, c'est-à-dire de manière J'ai une vie extrêmement toute libre. simple. Moi, j'aime Oui. danser, je fais du spectacle, je vis toute nue. Je préviens les gens que je vais les recevoir toutes nues, donc ceux qui sont les plus craintifs, qui ont peur de me violer, je leur dis tu verras que non. Et effectivement, je n'ai jamais été violée par quiconque. Et puis les gens, ils se mettent à l'aise, et puis voilà. Et puis quand je veux bien, je veux bien. Quand je veux pas, je veux pas. Et puis c'est tout. Hmm. D'accord. C'est très très C'est aussi simple. simple que ça. C'est aussi simple que ça Cuisine, j'aime bien la nature, j'adore aller au bord de la mer. Ça fait 5 ans que tous les gens qui m'ont dit oui, oui, je t'emmènerai, tous ceux qui ont des bagnoles parce que j'en ai plus. Après, ils me téléphonent en me disant ah, je suis allée à la mer, j'ai pensé à toi. J'ai dit je m'en fous. Ne pense pas à moi. Hein. Vraiment, ne pense pas à moi. Quoi. Vraiment, il y a des paires de claques qui se perdent. Quoi. C'est pas de leur faute s'ils tiennent pas parole, c'est que les paroles sont plates. Quand les paroles sont plates,
C'est biblique aussi, le truc de Babylone, je sais pas quoi. C'est soit, à force de parler tous des langues différentes ou la même, ils s'entendent dire plus. On est là-dedans. Il faudrait que les gens, ils retrouvent le goût comme d'être touristes, parce que les gens, ils font partie du décor des autres, en fait. On dit Oui, la même chose, c'est plat, des phrases toutes faites, gna 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 gna, donc c'est pauvre, c'est creux. Alors que quand on va à l'étranger, d'un seul coup, la même personne blasée, elle fait attention à ce qu'elle dit, elle a envie d'aider l'autre à trouver l'endroit qu'il cherche, tout ça. Il y a une vraie écoute. En fait, c'est pas tant la parole qui s'est libérée, c'est que les ouïs, la réceptivité a augmenté. oui. Et ce qui abrutit la réceptivité, l'entendement, le discernement, le philosophe Hume, il en parlait très bien, le philosophe anglais, c'est vraiment l'abrutissement. C'est qu'à force de souffrir, tu veux plus rien entendre. Donc tu entends, mais tu ne réagis plus. Et Hmm. ça peut arriver à tout le monde. Mais il n'y Ben, a pas de dialogue de sourds. Il n'y a pas plus bavard que des sourds. Et en plus, ils ne peuvent pas mentir. On ne peut pas mentir avec ses doigts, sinon on est foutu. oui, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Mais écoute, voilà, je te remercie Alice pour cet échange qui a été un petit peu coupé à certains moments, mais je pense qu'on a quand même réussi à reprendre chaque fois le fil et à faire Ouais. en sorte quand même qu'on ait une conversation Good job. agréable, fluide, où finalement pas mal de choses se sont dites. Donc, un Il tout va grand être merci. 13h33. Voilà, un tout grand merci pour cet échange.